Bonjour, je suis Guillaume Tostivin, créateur du podcast Une toute autre histoire. Cette chronique, ponctuée d'anecdotes, d'événements, de personnages historiques, va vous permettre d'appréhender différents conseils business management afin que vous puissiez les mettre en pratique dans votre quotidien ou dans votre travail. Le thème d'aujourd'hui est l'art de la remise en question de son employeur à travers l'exemple de Philippe de Comines. En tant que collaborateur, vous faites un choix moral d'allégeance envers votre patron, votre CEO, votre employeur, et de le suivre à travers les crises et tempêtes, d'adhérer à son projet d'entreprise. Mais que se passe-t-il lorsque les valeurs et la morale ne correspondent plus à vos attentes, que vous ne saisissez plus son projet, son ambition, sa vision, que vous voyez la concurrence dénigrée et que votre travail n'est même plus considéré à sa juste valeur? Forcément, vous doutez. Mais entre douter et passer à l'acte, il y a un saut dans l'inconnu à faire, une petite voix qui vous dit que l'herbe n'est pas forcément plus verte qu'ailleurs, un véritable gap à faire. Et surtout, même si vous prenez ce choix, comment le faire? De façon progressive, en douceur, de façon brutale, et puis après, comment construire ou même reconstruire sa carrière. Bref, énormément de challenges. Voici le portrait d'un homme méconnu, Philippe de Comines, qui a été confronté à cette situation. Il s'est remis en question. Il a décidé de changer de leader pour servir une entreprise, la France, qui avait vraiment besoin de ses compétences pour se développer. En fait, dans la nuit du 7 au 8 août 1472, Philippe de Comines, qui était à ce moment-là le conseiller du duc de Bourgogne, le fameux Charles le Téméraire, va passer dans le camp de l'ennemi, celui du roi de France, Louis XI. Certains vont y voir comme une trahison, certes, mais ça va être le début d'une grande carrière diplomatique. Ça va lui forger un parcours hors du commun d'un personnage qui est volontairement moderne et aujourd'hui il est très étudié encore. C'est même presque le premier Européen de son temps et en plus il est devenu un écrivain puissant, novateur, un mémorialiste reconnu. Nous allons donc voir son enfance, le moment de vérité, un tournant révélateur, son passage à l'acte et puis bien sûr sa carrière et les leçons qu'on peut en tirer de son histoire. Donc Philippe de Comines est né en 1445, vraisemblablement dans une famille originaire d'Ypres, dans les Flandres, et dont l'anoblissement date de la fin du XIVe siècle. En fait, il fait partie de ces lignées auxquelles l'État bourguignon offre la possibilité de réussite assez fulgurante. Et donc plusieurs générations de Comines, donc ses aïeux, servent les différents niveaux de l'administration bourguignonne. Sa femme meurt l'année de sa naissance et même son père 6 ans après. Donc forcément, il est orphelin et c'est son cousin Jean de Comines qui va être son tuteur. Sauf que il est souvent absent. C'est donc sa cousine qui va l'élever. Et bien qu'il n'ait pas reçu une éducation très approfondie, Philippe de Comines se révèle très vite d'un esprit vif, curieux. Il aime à s'entourer de gens érudits, sages, et forcément, il se fait un peu repérer. À l'automne 1464, le duc de Bourgogne de l'époque, qui s'appelle Philippe le Bon, décide d'attacher, c'était l'expression à l'époque, ce jeune homme, Philippe de Comines, qui a seulement 17 ans, en qualité d'écuyer, à son fils. Son fils, c'est le futur Charles le Téméraire, qui a 15 ans de plus, donc il a 32 ans. Et donc forcément, Philippe de Comines fait ses premières armes à ses côtés. Il va devenir du coup un intime de Charles le Téméraire, et Charles le Téméraire devient le véritable duc de Bourgogne en 1467, donc là, il est indirectement promu avec son employeur, qui est donc à la tête de l'entreprise Bourgogne. Il va apprendre à le connaître encore plus, et surtout supporter son tempérament violent. Mais ils entretiennent des rapports de confiance. Charles le Téméraire lui confie plusieurs missions diplomatiques en Angleterre, qui est l'allié des Bourguignons. Il va avoir des contacts personnels avec plusieurs conseillers éminents en Angleterre, même avec le roi Édouard IV, et il va découvrir surtout une vie politique et culturelle particulièrement intéressante. Et ça, franchement, c'est assez intéressant. Philippe de Comines va se développer un goût pour les livres, les tableaux, l'architecture, qu'il va cultiver mais toute sa vie, à tel point que aussi il a une image de mécène qui est assez méconnue. Il a encore une fois, Philippe de Comines investi dans beaucoup d'œuvres culturelles. Il a rénové plusieurs châteaux et ça date vraiment de son engagement de son époque. C'est quelqu'un qui, dès le début, a des convictions fortes.
Donc forcément, Philippe de Comines suit son employeur, Charles le Téméraire, dans toutes les principales négociations, les événements auxquels son employeur doit gérer presque au quotidien, mais aussi à des moments clés. Et il y a un moment clé, un tournant, c'est en 1468, une rencontre entre le roi de France, Louis XI, et Charles le Téméraire. Alors, il faut donner le contexte. Les deux hommes se disputent les villes de la Somme, et donc Charles le Téméraire invite Louis XI dans son château de Péronne, afin de sceller une réconciliation et conclure une paix durable. Sauf que Louis XI, il commet une erreur. Il envoie à Liège des agents chargés d'attiser la révolte des habitants contre le duc. Bon, une rébellion, en quelque sorte. Forcément, Charles le Téméraire l'apprend, il le prend très très mal et il décide d'emprisonner Louis XI. Et même à un temps, il envisage de l'assassiner. Là, forcément, le moment est assez capital, et de ce qui est a priori relaté, c'est que Philippe de Comines trouve les mots décisifs pour apaiser son employeur, apaiser le ressentiment du Téméraire, et surtout, du coup, d'épargner la vie de Louis XI. Louis XI, du coup, sort de ce mauvais pas, et tout de suite, juste après, il va offrir à Philippe de Comines une principauté, la principauté de Talmont, pour les services rendus. La Philippe de Comines est assez agréablement surpris de la part de Louis XI, qui est quelque part le concurrent de son employeur, et va donner quelques conseils par-ci par-là, donc à certains moments à Louis XI. Et 4 ans plus tard, après cet événement, lors de la nuit du 7 au 8 août 1472, Philippe de Comines se trouve en Normandie, dans un camp, qui est détenu par Charles le Téméraire, et il décide de prendre un cheval et partir à plus de 80 kilomètres pour rejoindre un autre camp où se trouve Louis XI, le roi de France. Il passe définitivement à la concurrence, il passe dans le camp du roi de France et va devenir son conseiller et secrétaire intime. Il a seulement 25 ans. Il quitte Charles le Téméraire. Louis XI va le nommer sénéchal du Poitou, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que Louis XI lui évoque le projet, il le connaissait déjà, mais de son ambition pour la France et de son système de gouvernement. Et Philippe de Comines était particulièrement intéressé par ce projet. Il va même évoquer les frustrations qu'il a éprouvées au service du Téméraire, qui, quelque part, ne mettait pas en avant assez ses compétences. Là, forcément, il y a, je dirais, énormément de collaborations qui sont faites entre Louis XI et Philippe de Comines pendant de nombreuses années, et Philippe de Comines va tirer parti de cette relation avec des gains financiers et fonciers assez considérables. Il va devenir aussi propriétaire du domaine d'Argenton en Poitou en 1473 et obtenir plusieurs titres dans la région, à Chinon, à Poitiers, et il va devenir un seigneur poitevin, ni plus ni moins. Il va du coup aussi pouvoir s'adonner à ses passions, à ses curiosités, et aussi autour de l'architecture. Et comme il s'est installé en Vendée, il voit ce qui se passe clairement, ce qui se passe dans la région, et il peut voir différentes opportunités. Et une anecdote qui est intéressante, c'est qu'il s'aperçoit que le petit port d'Olonne, qui était géographiquement idéal pour le commerce, pour attirer les marchands étrangers, eh bien, il remonte cette information à Louis XI, qui informe comme quoi que ça pourrait être vraiment une belle opportunité pour le Royaume de France, à condition que la ville soit sécurisée. Louis XI ordonne la fortification de la ville par ordonnance, et le port va connaître une croissance fulgurante donc pendant un siècle. Donc, vraiment, entre Louis XI et Philippe de Comines, le lien sera vraiment tellement fort que lorsque Louis XI va décéder en 1483, juste avant qu'il passe de la vie à la mort, eh bien son confesseur fait appel à Philippe de Comines, qui va pouvoir lire sur les lèvres de Louis XI les derniers mots qu'il va pouvoir prononcer. Donc, pour dire à quel point il connaissait bien son employeur. Mais ce n'est pas que ça, puisqu'en fait, Philippe de Comines va se révéler d'être un très grand diplomate. Et il va même passer une 40aine d'années au service de 3 rois. Louis XI, on l'a dit, Charles VIII, mais aussi Louis XII. Et plus
si on compte l'expérience bourguignonne. Donc une quarantaine d'années au cours de laquelle, eh bien, le diplomate va élargir son champ de compétences. Il va particulièrement négocier les rapports entre la France et l'Italie, enfin les royaumes d'Italie comme Florence, Venise, et l'Italie va devenir son domaine de prédilection, ce qui va être particulièrement déterminant pour le développement de la France. On compte même plus d'une centaine de lettres qui ont été répertoriées, qui ont été envoyées à la Banque Médicis, Laurent de Médicis, donc le clan Sassetti, Francesco Gaudi, qui sont clairement des éminents ambassadeurs d'Italie. Mais ce qui est intéressant, c'est que même il partage le plan de développement de la France, il se met au service de la France, il ne peut pas s'empêcher, un peu comme un Talleyrand, je vais pas dire d'être opportuniste, mais du moins d'avoir ses propres convictions. Et ainsi, quand Louis XI décède en 1483, il y a deux choix. Il y a Charles VIII, le légitime, mais il y a aussi son frère, Louis XII. Et Louis XII, je dirais, est beaucoup plus libéral que Charles VIII. Et du coup, Philippe de Comines va aller en opposition auprès de Charles VIII. Et pour ça, il va se retrouver emprisonné plusieurs mois à Loches, dans une cage en fer. Alors, il va être quand même amnistié, il va rallier le service de Charles VIII, qui a besoin de lui pour justement toutes les missions diplomatiques en Italie. Mais cet épisode montre bien à quel point que s'il n'est pas en phase avec son employeur, si ses convictions sont remises en question, eh bien, il n'hésite pas à changer en prenant du recul et décider de ce qui lui paraît être le plus juste pour, je dirais, pour ses valeurs et pour le développement de l'entreprise. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que Philippe de Comines, à la fin de sa vie, a été un grand mémorialiste. Mémorialiste, c'est quoi? C'est de rédiger les mémoires. Et il l'a fait pour les règnes de Louis XI et de Charles VIII. Du coup, on a énormément d'informations pour savoir comment ça s'est passé à cette période-là. En gros, on dit même que c'est le premier qui a commencé à rédiger l'histoire de France et même d'Europe. Aujourd'hui, ces travaux font l'objet de recherches pour dire à quel point c'est que clairement ces mémoires ont été rééditées à peu près 120 fois pendant un siècle. Donc c'est pour dire à quel point elles sont reconnues comme étant particulièrement précieuses. Il va, jusqu'à la fin de sa vie, prôner le libre commerce, la réforme de la monnaie, du système de poids et de mesure, suggérer la consultation d'états généraux pour éviter tout despotisme. Il va se retirer dans sa seigneurie d'Argenton, donc dans le Poitou, où il va décéder en 1511. Donc, en termes d'héritage, Philippe de Comines est vraiment considéré comme un auteur médiéval vraiment très important et vraiment quelqu'un qu'il faut, si on veut étudier le Moyen-Âge, eh bien, il faut absolument se renseigner sur son œuvre. C'est particulièrement incontournable. Ce qui est intéressant en termes d'anecdote, c'est que sa fille, qui s'appelait Jeanne de Laclite, eh bien, va épouser un aristocrate qui s'appelle René de Brosse de Penthièvre, et les enfants de ce couple, eh bien, vont par leurs enfants, eh bien, donner une postérité assez illustre, puisque Louis XV descend de la fille de Philippe de Comines, ainsi que les ducs de Savoie et les rois d'Italie de la maison de Savoie. Forcément, aussi, il y a en termes d'héritage, plusieurs auteurs ont pu donner leur avis sur Philippe de Comines. Voltaire a été plutôt assez sévère, mais Sainte-Beuve, par exemple, le qualifie de Machiavel en douceur, et j'aime particulièrement cette expression. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Philippe de Comines, eh bien, il a vraiment essayé d'être un conseiller différent des autres conseillers, parce que les autres conseillers avant compilaient une liste de faits et d'événements, mais à travers justement les mémoires, il montrait à quel point c'était important de tirer des enseignements à chaque événement et éclairer l'action politique. Et c'est pour ça que l'héritage de Philippe de Comines est particulièrement valorisé de nos jours. Et vous savez à quel point savoir tirer les leçons de l'histoire est important. En parlant de leçons, donc quelles leçons peut-on tirer de
de l'histoire même de Philippe de Comines. Comment un homme actif et dévoué au service d'un employeur, le duc de Bourgogne, s'est-il décidé à trahir et passer à la concurrence donc auprès du roi Louis XI. Donc qu'est-ce qui, vous, par exemple, vous pousserait, en tant que collaborateur, à travailler avec votre concurrent, à accepter d'être débauché? Eh bien, c'est la première leçon, c'est justement de savoir tirer les leçons. Puisque Comines a tiré de l'épisode du château de Péronne bien toutes les leçons. Il a vu, en réalité, beaucoup de choses. Il a vu un souverain qui était emprisonné par un prince rebelle et violent, Charles le Téméraire, et ça l'a profondément marqué. Il a pris conscience de l'illégitimité de celui qui commettait un crime aussi grave et en même temps du risque que lui prenait à servir un tel homme. Au contraire, il se sentait profondément attiré par un roi qui avait certes pris des risques incroyables en imaginant une petite rébellion, mais qui a réussi à esquiver ce péril en écoutant ses conseils et qui a transformé une faute tactique en futur avantage par la suite. Et vous, quelle serait votre réaction si vous voyez que votre propre patron piégeait un de vos concurrents de façon déloyale? Où se situe la loyauté dans les affaires? C'est quelque chose d'assez intéressant. On imagine aussi les frustrations que Philippe de Comines a dû éprouver au service du Téméraire. Sans doute, on ne sait pas toutes les violences, mais le portrait qui nous trace dans les mémoires est suffisamment révélateur. Sur la forme, il a eu raison de partir en un nuit, parce que ça peut paraître pour une trahison, mais au moins c'était net, efficace, il n'y a pas de reclairé. Donc clairement, la leçon à en tirer, c'est que si vous devez partir, faites-le de manière claire et précise. Vraiment, ça donne l'image au moins d'un homme qui a des convictions fortes et qui assume. C'est surtout ça. Autre chose dans les leçons, c'est même s'il y a le tournant, le départ, il a aussi des affinités. Elles sont nombreuses entre Louis XI et Philippe de Comines. Il fait le choix d'un homme, mais aussi d'un système de gouvernement, d'un projet. Il était attiré par vraiment une conception différente du pouvoir. Pareil, vous pouvez être intéressé par la vision d'une autre entreprise. Il avait une grande capacité de recul alors qu'il n'avait que 25 ans, donc c'est important de l'avoir très tôt aussi dans sa carrière. Posez-vous la question avec qui vous souhaitez faire votre carrière, mais pour quel objectif de l'entreprise. Il a surtout choisi l'entreprise France versus l'entreprise Bourgogne, qui n'a cessé de fissurer en fait l'unité nationale les 50 dernières années. Et avec ce signal fort, c'était en plus le début de la fin du Charles le Téméraire. Enfin, l'épisode de vérité de Péronne est particulièrement important puisque Louis XI remercie Philippe de Comines de l'avoir sorti d'un mauvais pas, et donc il a reconnu son travail. En fait, selon les historiens, il peut passer pour un traître ou pour un autre. C'est surtout un trait d'union entre deux périodes, le Moyen-Âge et la Renaissance. Vraiment, finalement, en fait, Philippe de Comines, c'est un peu un homme à mi-chemin entre ces deux périodes, entre deux modèles, un féodal médiéval et une exigence vraiment croissante de l'État moderne. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a vraiment cette capacité à se projeter, et alors que pourtant, dans ses mémoires, il va consacrer à peine plus de 2000 lignes à son changement de camp. Pour lui, c'était presque anecdotique. Le plus important, c'était le projet. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, que ça vous donnera l'envie d'en savoir plus sur ce méconnu Philippe de Comines. En tout cas, j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à me suggérer différentes thématiques, ça me ferait très plaisir. Et puis d'ici là, bonne écoute et à très bientôt.